Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'on va faire le bilan de l'année 2017. Voilà, du coup ça fait un petit peu plus d'un an qu'on a lancé la chaîne et perso depuis le début je trouve qu'on s'est vachement amélioré. Parce que je ne peux pas regarder les anciennes vidéos. À chaque fois que quelqu'un met un commentaire sous les anciennes vidéos que je suis obligé de la relancer, je meurs. Donc on espère bien poursuivre sur cette lancée l'année prochaine. Et merci à tous parce que à chaque fois vous êtes de plus en plus nombreux. Là on arrive presque aux 300 abonnés, c'est énorme. Sans plus tarder, passons au top. Et on commence tout de suite par la musique. Et c'était une bonne année musicale, on a écouté énormément d'albums, pas tous les albums qui sont sortis, hein, c'est physiquement impossible, mais on a fait de très belles découvertes, on a un peu plus essayé d'écouter des genres qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter, et ça c'est bien. Du coup on commence avec les 5 meilleurs albums de 2017. Oui, c'est tout à fait subjectif, hein. C'est les albums que nous on a préférés, pas les albums qu'on considère comme étant les meilleurs de l'année. Ouais, et donc moi je ne sais pas ce qu'il a choisi, et il ne sait pas ce que j'ai choisi, oulala, suspense. En numéro 5, j'ai mis Jupiter Calling de The Corrs. Pour notre avis complet, je vous renvoie à nos vidéos top flop, puisque en général on a parlé de tous ces albums, évidemment. Donc The Corrs, un des groupes que j'adore, celtique, machin, trop bien. Trop bien. En numéro 5, j'ai mis le dernier album de Tagada Jones, La Peste et le Choléra. Pareil, je vous en parlais dans le top flop de mars, il me semble, et c'est un album hyper bourrin, hyper génial. Les Tagada Jones, j'adore ce groupe. En numéro 4, j'ai mis More Fast Songs About the Apocalypse de Moby. Du premier coup. Voilà, si vous nous avez suivis cette année et un peu l'année dernière, vous savez que moi, je suis complètement cinglée de Moby. Et en plus, en ce moment, il est hyper productif, il a sorti 2 albums, il y en a un autre qui sort en mars prochain, et en plus c'est une tuerie à chaque fois, donc voilà. Et en plus, son dernier album, tu l'avais mis dans tes albums préférés de l'année dernière. Ouais, absolument. Moi, en numéro 4, j'ai mis Bad Cop et leur album Warriors. Bad Cop, un groupe composé uniquement de filles, et du coup avec ce nouvel album, ils se sont vraiment améliorés par rapport au précédent, je trouve qu'elles arrivent à faire des compos énormes et des super bonnes paroles. En numéro 3, j'ai mis Laune der Natur de Die Totenhausen. C'est vrai que tu l'avais bien kiffé celui-là. Ouais. Die Totenhausen, groupe de punk rock allemand, que je ne connais pas tant que ça, mais là, l'album qu'ils ont sorti en 2017, waouh, j'ai trouvé vraiment trop cool. C'est vrai qu'il est hyper accessible. Ah ouais. Même s'il chante en allemand, ça reste hyper accessible. Ouais. C'est pas du tout choquant, pas du tout dérangeant, c'est hyper catchy, c'est du bon punk rock. En numéro 3, j'ai mis Stealing the Covers, le nouvel album de Teenage Bottle Rocket. Je pense que je t'ai assez fait chier avec, mais moi je l'ai trop kiffé cet album. Je crois que j'ai bien aimé, hein. Oui. Ouais. Non mais je veux dire, je l'ai passé en boucle, Ah je oui, l'ai tartiné de toute façon, voilà. allègrement. Hein, Dan, c'est en boucle du punk rock, du matin jusqu'au soir, et moi j'essaye de temps en temps de mettre des petites choses en même temps. En numéro 2, Panzer Surprise d'Ultra Vomit. Et moi aussi, c'est aussi mon numéro 2. Ah, voilà. Je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté, qu'on a le plus écouté, on l'a mis en boucle et en boucle et en boucle quand il est sorti. J'en peux plus, là je crois que je peux plus l'écouter, là il me faut une petite pause. Ultra Vomit, groupe de métal français parodique, qui nous ont sorti un album qu'on attendait depuis 8-9 ans, qui est juste énorme, tellement drôle et tellement bien foutu, enfin voilà. C'était l'album d'ailleurs perso que j'attendais le plus cette année. Ouais. Et on n'a pas été déçus. Non, il était vraiment génial. Ouais. Du coup, mon numéro 1, c'est Home is a Heartache de The Picture Books. The Picture Books, c'est mon obsession de l'année. S'il y a quelque chose que j'ai écouté plus que Moby et plus que Ultra Vomit cette année, c'est The Picture Books. C'est un duo allemand qui fait du rock feu de camp. Moi j'appelle ça du rock feu de camp, mais on peut aussi dire que c'est du... rock cowboy, du southern rock, un peu... Voilà. C'est tellement trop bien. Et en plus, on les a vus en concert cette année et c'était juste une énorme claque. Pourtant, on était genre 15 dans la salle. C'était, voilà, l'ambiance était pas forcément là et tout, mais alors... tout le monde était chaud pourtant, hein. Truc de ouf, ce groupe est vraiment génial. Allez écouter The Picture Books. Et moi, mon album préféré de l'année, c'est pas l'album d'un groupe, c'est l'album de 2 groupes, puisque c'est le split de Pairs et Direct Hit et Human Movement. Je crois que je vous en ai assez parlé ces 3 derniers mois, hein, dans le top flop, dans les vinyles, tout ça. C'est vraiment mon album préféré de l'année. 2 groupes que je surkiffe à mort. Ils ont fait un album ensemble. Stratosphérique. C'est tout pour nos 5 meilleurs albums de 2017 et maintenant on passe à notre BO de films préférés de 2017. On n'en met qu'une seule puisque Dan a déjà fait une vidéo qui vous parle de ses numéros 5, 4, 3 et 2 BO préférés de l'année. Du coup, je vous avais gardé la surprise pour cette vidéo. Du coup, ma BO préférée de l'année, c'est La La Land par Justin Hurwitz.
Bah c'est ma BO aussi préférée. Toutes les BO que t'avais citées dans ton autre vidéo, elles sont vraiment vraiment super cool. Je les ai toutes réécoutées là il y a pas longtemps pour être sûre de mon top, mais ouais La La Land et voilà. Ouais, c'était trop bien composé, à l'image du film, c'est une excellente BO pour un excellent film. On continue dans la musique avec les 5 meilleures chansons de 2017. En numéro 5, j'ai mis A Boy and His Love Gun de Guttermouth. Je connaissais pas du tout Guttermouth, c'est toi qui m'as fait découvrir, et alors ce groupe est complètement barré, complètement chelou, et cette chanson elle est juste énorme, pareil je l'ai écoutée assez souvent en boucle, elle est dans ma playlist permanente. Moi en numéro 5, j'ai mis un morceau de Teenage Bottle Rocket, Robocop is a Half-Breed Sellout. C'était le morceau sur lequel ils ont un peu commencé la promo de leur album, et il est vraiment génial, je l'ai écouté en boucle et en boucle et en boucle, en attendant la sortie de l'album, j'en pouvais plus. En numéro 4, j'ai mis Autumn Leaves de Damian Marley. Alors là, Damian Marley, j'en ai pas parlé dans les top flops parce que j'ai découvert l'album le mois suivant sa sortie, donc du coup c'était trop tard pour le mettre dans le top flop. Damian Marley, c'est le fils de Bob Marley, donc il est toujours pareil comme son père, il est dans le reggae mais de façon un peu plus moderne et un peu plus fraîche. Et l'album qu'il a sorti cette année, il est très très bon, et cette chanson, pareil, je l'ai mis dans ma playlist, je l'ai écoutée en boucle, elle est très très belle. Du coup, au numéro 4, j'ai mis A Boy and His Love Gun par Guttermouth, parce que cette chanson est vraiment trop catchy et c'est trop n'importe quoi. En numéro 3, j'ai mis Son of Solomon de The Corrs. C'est une des premières chansons de The Corrs qu'ils ont sorti pour l'album dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans mon top 5 albums. Et cette chanson, c'est vraiment ma préférée de l'album, elle est trop belle, elle est super calme, très subtile, toute douce, assez triste, mais j'ai adoré, je l'ai écoutée en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. En numéro 3, j'ai mis Mort au con de Tagada Jones, parce que c'est ma chanson préférée de leur album et qu'elle est vraiment géniale, tout est bon, les paroles, la compo, c'est vraiment fédérateur. En numéro 2, j'ai mis Un chien géant de Ultra Vomit. Un chien géant, donc c'est la parodie de Tagada Jones par Ultra Vomit, et c'est tellement bien fait, c'est trop drôle, les paroles sont tellement débiles, hein. Un chien géant, voilà, débile. Et c'est super bien fait, et c'est ma chanson préférée de l'album d'Ultra Vomit. Et on l'a écouté en boucle, en boucle, en boucle. Tout à fait, tellement en boucle que c'est également mon numéro 2. J'en étais sûre. Mon numéro 1, c'est Cactus de The Picture Books. Voilà. The Picture Books, je vous en ai parlé il y a 30 secondes, et s'il y a une chanson que j'ai écoutée en boucle, et qui est vraiment ma chanson préférée du groupe cette année, c'est Cactus, qui est sans parole en fait, c'est vraiment que de la musique, c'est super entraînant, c'est super catchy, ça donne envie de danser en rond en faisant n'importe quoi autour d'un feu de camp. Et moi, ma chanson préférée de l'année, celle qui me reste en tête quand je pense à 2017, c'est Sonotone de MC Solar. Quoi? T'es sérieux? Non, c'est pas ta chanson préférée. Elle est coincée là-dedans. Non, c'était plus ça, merde. Ça va ça, oui. Ça. Juste pour le refrain là qui reste coincé dans la tête pendant des heures et des heures. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a dans la tête, c'est mort. Hein. Cette année, on a fait environ 15 concerts. On avait dit qu'on en ferait moins cette année, et en fait, on en a fait plus que toutes les années précédentes. On a fait de très bons concerts, on a fait des concerts et quelques mauvais concerts. Et du coup, quel est notre meilleur concert de 2017 ? Pour moi, la grosse claque, le meilleur concert de 2017, c'était le 10 novembre 2017 à Nancy, et c'était The Picture Books. Voilà, comme je l'ai dit, c'était un tout petit concert dans un bar à Nancy qu'on connaissait pas. Il y avait très très peu de monde, voilà, The Picture Books c'est pas encore un groupe très très connu en France. Mais pour autant, c'était juste trop bien, ils ont tellement une énergie de ouf. J'ai jamais vu quelqu'un taper aussi fort sur sa batterie, c'était hyper impressionnant. En plus, on était vraiment devant eux, quoi, ils jouaient à côté de nous. C'était hyper puissant, c'était génial. S'il y a un groupe que j'ai vraiment envie de revoir un jour, c'est eux. Moi, mon concert préféré de l'année, c'était le 31 juillet au Petit Bain à Paris. C'était le premier jour de la 2e édition du Paris Punk Rock Summer. Avec Teenage Bottle Rocket, forcément. Mais il y avait aussi Pears, Get Dead, génial. Et puis, il y avait Jodie Foster en ouverture. Jodie Foster, groupe de hardcore que je connaissais pas du tout. Et ils ont repris ma chanson préférée de Youth Avoiders. Du coup, bah voilà, ça a continué de parfaire cette soirée. Déjà génial. Du coup, moi, j'attendais vraiment de voir Teenage Bottle Rocket. Hein, il était tout en haut de ma liste des groupes à voir absolument. Et du coup, voilà, c'est fait. Je ne fus pas déçu, j'ai également bien kiffé ma race devant Pears. On enchaîne la littérature. Et on commence avec nos 5 meilleurs romans sortis en 2017. Ce qui va être assez problématique pour moi, car déjà j'ai pas lu beaucoup de romans, mais alors des romans sortis en 2017, encore moins. C'est vrai qu'à chaque fois cette catégorie on a un peu de mal parce qu'on
On lit pas forcément que des nouveautés, on aime bien lire des vieux trucs, enfin voilà. Donc c'est toujours un peu compliqué de trouver 2017. Le numéro 5, c'est le tome 5 de Millennium, La fille qui rendait coup pour coup par David Lagerkrantz. Millennium, c'est une saga que j'aime beaucoup, en particulier la trilogie par Stieg Larsson. Le tome 4 était sympa, là le tome 5 était plutôt cool aussi. Après, c'est pas non plus le truc le plus ouf du monde, je pense qu'on aurait dû s'arrêter après la trilogie, mais ce tome 5 était très bien, il s'est lu très vite. En numéro 4, j'ai mis Sorcière associée par Alex Evans. Ça, c'est vraiment un livre que j'ai lu complètement par hasard, parce que j'avais envie de lire un livre sur les sorcières, pas trop prise de tête, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle de sorcières, il y avait beaucoup d'humour, c'était très frais, très original, c'était cool. En numéro 3, j'ai mis La Fée, la Pie et le Printemps par Elisabeth Ebory. Donc là, on était sur de la fantaisie un peu féerique, c'était plutôt sympa, là encore pas mal d'humour, beaucoup d'action, on s'ennuie pas dans le roman, j'ai plutôt bien aimé. Du coup, je commence là mon top 2 des meilleurs bouquins de 2017. Donc en numéro 2, c'est un bouquin un peu spécial puisque c'est le volume 2 des chroniques de World of Warcraft. J'avais déjà lu le volume 1 et j'avais déjà bien kiffé, et du coup là, pareil, volume 2, c'était très bien. Ça se présente un peu sous la forme d'un manuel d'histoire, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ouais. Donc on est vraiment, c'est vraiment chronologique, on commence d'une année, ensuite on fait l'année suivante, etc., etc. Et du coup on en apprend pas mal sur l'histoire de l'univers de Warcraft. Et du coup voilà, si vous avez vu le film, celui-là se passe à peu près en même temps que les événements du film. Donc si vous aviez envie de vous intéresser à ça, si vous avez joué aux jeux vidéo, vous kifferez certainement aussi. Et puis il y a de très belles illustrations dedans aussi. Ouais, c'est super belle. Mon numéro 2, c'est La Terre des damnés, le tome 2, Le Feu des âmes, par Glenn Cooper. Donc c'est la suite de La Terre des damnés, en tout il y aura 3 livres, j'imagine que le tome 3 va sortir en 2018. Moi j'aime beaucoup Glenn Cooper, en gros voilà, c'est autour d'une expérience scientifique qui tourne mal. Donc on est sur une sorte de... ouais, c'est de la science-fiction, mais assez réaliste, enfin c'est bien fait, Glenn Cooper il sait de quoi il parle, c'est vraiment très bien fait, il y a plein d'actions, et cette histoire-là est vraiment très surprenante, et je ne peux pas en parler parce que sinon je spoil, et si je spoil, bah, la surprise tombe à plat. Mais c'est très bien. Et moi, mon livre préféré de l'année 2017, c'est La mythologie viking par Neil Gaiman. Que je n'ai toujours pas lu, moi. Vous pouvez pas le mettre dans le top, je l'ai pas lu. Et du coup, j'ai vraiment trop kiffé. C'est Neil Gaiman qui reprend un petit peu à sa façon de raconter la mythologie nordique, donc il va raconter plusieurs histoires, il va les enchaîner de manière assez logique pour qu'on ait une impression de début et de fin, et surtout qu'on retrouve certains éléments et qu'on comprenne mieux la psychologie aussi des dieux, parce que ça c'est un élément assez important du bouquin. C'est super bien raconté, on se rend compte vraiment que la mythologie viking c'est quelque chose d'assez humoristique finalement, que c'était des dieux qui passaient leur temps à se foutre sur la gueule, à se bagarrer et à se lancer des épreuves, et que finalement le film Thor 3 est assez fidèle à la mythologie viking de base. Donc du coup voilà, c'était vraiment un excellent bouquin, et puis Neil Gaiman, un auteur qu'on adore. Ouais. Mon livre préféré de 2017, c'est La Mémoire de Babel, le tome 3 de La Passe Miroir par Christelle Dabos. Je pense qu'on va le retrouver dans beaucoup de tops de booktubers. La Passe Miroir, c'est vraiment une saga de dingue que j'adore, qui est complètement incroyable, hyper surprenante, avec un univers hyper riche, hyper attachant, des super personnages. Il se passe plein de choses et il y a plein de mystères. En tout, il y aura 4 livres, donc on attend le dernier avec impatience, et en même temps, j'ai pas envie qu'il sorte trop vite parce que sinon après ça sera terminé. On continue avec nos 5 meilleurs BD/comics de 2017. En numéro 5, j'ai mis un roman graphique, c'est Alena par Kim W. Anderson. On vous en a parlé en vidéo, si je me trompe pas, dans la vidéo spéciale harcèlement, il y avait 2 séries et ce roman graphique là, puisque ça tourne justement autour du harcèlement scolaire. C'est un très beau roman graphique qui est très joliment dessiné, l'histoire est prenante et intéressante, ça dit des choses intéressantes sur le harcèlement scolaire. En numéro 5, c'est un comics, c'est le numéro 13 de Doggy Bags par Run et toute sa clique. Du coup, Doggy Bags, c'est vraiment une série que j'adore. Du coup, le numéro 13, c'était le dernier, maintenant c'est terminé, mais il y a encore, des petits Doggy Bags présents, des one-shots. Je vous avais fait une vidéo spéciale Doggy Bags d'ailleurs pour vous en parler, que je vous invite à aller voir parce que c'est une vidéo que j'aime bien regarder encore. Je n'ai pas honte de celle-là. En numéro 4, j'ai mis le tome 1 de l'intégrale d'Anita Bomba, Journal d'une emmerdeuse par Cromwell et Eric Gracien. Là aussi, je vous en ai parlé en vidéo, j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet. Je connaissais pas du tout Anita Bomba parce que ça date des années 90.
Donc moi, aux années 90, je ne lisais pas de BD. Et là, c'est ressorti donc chez Achilleos en intégrale. Et c'est super bien. Anita Bomba, c'est une cambrioleuse qui a toujours une bombe dans sa poche. J'adore les dessins, c'est un peu sale, un peu crade, c'est assez punk. Voilà, quoi de plus? En numéro 4, c'est encore un comics, j'ai mis le tome 4 de Descender par Jeff Lemire et Dustin Nguyen. C'était trop bien. Il y a aussi le tome 3 qui est sorti cette année, mais j'ai préféré le tome 4. Le tome 3 était un peu plus tranche de vie, et le tome 4 on avance vraiment un peu plus dans l'histoire. C'est toujours trop court, on en veut toujours plus. Ouais. Voilà, c'était de la science-fiction assez poétique sur les robots et notre rapport par rapport aux robots. Ouais, si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans cette série, on vous la conseille vraiment. Moi en numéro 3, j'ai mis le tome 5 de Black Science par Rick Remender et Matteo Scalera. Pareil, Black Science, on est sur de la science-fiction aussi, où il va être question de voyage entre différents mondes. Entre des univers parallèles. Ouais. Et du coup, évidemment, c'est super intéressant. Les dessins sont trop beaux, j'adore le style de dessin de Matteo Scalera. Les couleurs aussi sont géniales. Les couleurs sont magnifiques, c'est hyper riche comme univers du coup. On va croiser plein de créatures différentes, on va croiser plusieurs fois le même personnage, mais dans des mondes différents, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper haletant, il y a plein d'actions, c'est super. Moi, en numéro 3, j'ai mis le tome 1 de I Hate Fairyland par Scotty Young. Il y a aussi le tome 2 qui est sorti cette année et qui était génial, mais le tome 1 était vraiment énorme. I Hate Fairyland, c'est un peu une réécriture de conte en mode parodique et trash. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait aspirer par son tapis et qui se retrouve dans un monde tout merveilleux de fantasy. Et ça se passe pas très bien, elle est restée coincée pendant une 30aine d'années, et du coup maintenant elle a envie de péter la gueule à tout le monde. C'est dessiné par Scotty Young, et scénarisé par lui. C'est surtout ses dessins qu'on adore, n'est-ce pas le petit yaourt? Oui, c'est mon dessinateur préféré de comics, je l'adore. Là encore on avait fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir. Du coup en numéro 2, moi j'ai mis Descender, le tome 3 et le tome 4 ex aequo de Jeff Lemire et Dustin Nguyen, donc tu en as parlé tout à l'heure, donc voilà. Moi je l'ai mis en 2. C'est marrant que tu dis ça parce que moi en numéro 2 j'ai mis le tome 5 de Black Science. Et du coup moi mon numéro 1 c'est I Hate Fairyland par Scotty Young. J'ai rien à redire sur ce premier tome, même sur le deuxième tome pour moi il est tout aussi bon. C'est parfait, c'est exactement ce que j'ai envie de lire dans des comics. Et du coup moi en numéro 1 c'est une BD, c'est Jean Doux et le mystère de la disquette molle. Bah oui, j'y avais pas pensé. Je l'ai pas encore lu. Mais Dan qui lit cette BD, c'est quelque chose. Voilà, c'est par Philippe Valette, et j'avais découvert ça en début d'année, je me baladais dans les rayons de la Fnac, et puis j'ai commencé à le feuilleter, et au bout d'un moment je me suis rendu compte que je rigolais tout seul dans les rayons de la Fnac, et que les gens autour de moi me regardaient, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était vraiment trop drôle. Plus tard je me suis retrouvé dans une autre librairie, je feuilletais un peu la suite, et j'ai encore rigolé. C'est vraiment une BD qu'il faut lire cette année, voilà, c'est pour ça que c'est ma BD préférée. Ça se passe dans les années 90, c'est un employé d'entreprise qui va découvrir une vieille disquette qui date des années 70, et du coup il va essayer de la déchiffrer, et ça va partir en quête complètement épique avec tous les codes de l'heroic fantasy appliqués au monde de l'entreprise des années 90. Les dialogues sont vraiment géniaux. L'humour est parfait. Et la quête est complètement extraordinaire, c'est n'importe quoi. C'est tout pour les livres, on passe aux séries. Les 10 meilleures séries de 2017. Ouh, c'est dur. Cette année, on a bouffé de la série comme des gros porcs. Ouais, on a fait quoi, plus de 75 saisons? On a regardé 75 saisons de séries. Et pourtant, on fait pas que ça de la journée, non, quand même pas. On fait d'autres choses aussi, on regarde des films, on lit des livres. Voilà, une moyenne de 2-3 épisodes par jour, ça permet de regarder 75 saisons de séries. Du coup, c'était assez dur de faire un top 10. Ouais. Bien sûr, dans ce top, on vous parle que des séries qui se sont terminées en 2017, pas celles qui sont encore en cours, comme par exemple, Star Trek Discovery, qui a encore quelques épisodes qui doivent sortir. Ouais. Là, c'est les séries vraiment terminées en 2017. Donc même si on a vu 75 saisons de séries, il y a encore plein de séries de 2017 qu'on n'a pas eu le temps de voir, le Punisher, la saison 2 de Dirk Gently, Dark, il y a encore plein de séries qu'on n'a pas vues, donc voilà. Bien sûr, cette année, il y a aussi eu des séries qu'on a trouvées vraiment bonnes et qui ont été annulées après leur première saison. Ça, c'est bien dommage. Du coup, je voulais un peu leur donner des petites mentions honorables parce que c'était quand même vachement cool. Donc il y avait Making History, Show Me the Money. Après, cette série était quand même pas géniale, mais il y a quand même des passages tellement débiles qui nous ont bien fait rire. Ouais.
Il y avait aussi Son of Zorn qui était excellente, une série qui mêle animation et prise de vue réelle. D'ailleurs avec Making History, c'était une série créée par Lord et Miller, à qui on doit The Last Man on Earth, et pas mal d'autres films assez géniaux, notamment les Jump Street. Il y avait aussi Girl Boss qui était pas mal, hein. Enfin, moi j'ai bien aimé. Ouais, Girl Boss c'était très bien, mais pareil, ça a été annulé aussi. Mais ça n'empêche pas de regarder la première saison, puisque la saison 1 se suffit à elle-même. Exact. Voilà. C'est pas trop gênant d'ailleurs qu'elle ait été annulée au niveau de l'histoire. Oui. Et puis Sweet Vicious, dont on vous parlait dans la vidéo harcèlement. Ouais. Franchement, c'était une série assez cathartique, je pense. Très défouloir. Ouais, et il y avait vraiment de quoi continuer cette histoire. Ouais, c'était très bien, c'était une série MTV. Moi j'en attendais rien, et en vrai c'était une très belle découverte, c'était trop bien, et ça a été annulé aussi. Surtout quand on voit que Certain Reason Why a été renouvelé pour une saison 2, alors que l'histoire s'y prête pas forcément, alors que dans Sweet Vicious on avait plus d'attentes pour une saison 2. Oui, c'est vrai. En numéro 10, c'est une saison qu'on vient tout juste de terminer, c'est Black Mirror saison 4. Elle est sortie là, le 28 décembre, enfin vraiment à la fin de l'année 2017, et il y a 6 épisodes, on l'a bouffé en 3 jours. Black Mirror, cette série est géniale, je crois que tout le monde le sait. La saison 4 était encore géniale, encore très surprenante, avec des thèmes qui changent un peu, des façons de faire différentes. C'était top. En numéro 10, c'est la première saison de The Orville. C'est une série qui parodie un peu Star Trek, et en fait c'est plutôt un Star Trek avec de l'humour, et pas vraiment une parodie, parce que c'est vraiment trop un respect total de l'univers Star Trek. Je retrouve beaucoup plus de l'univers Star Trek que dans Star Trek Discovery par exemple, et je trouve que ça marche super bien ensemble. En numéro 9, j'ai mis la saison 1 de Légion. Moi aussi. C'est vrai, en numéro 9. Amusant. Légion, on vous en parlait dans une vidéo. C'était une excellente série qui se passe un peu dans l'univers X-Men, hein, on est sur des mutants. C'était très psychologique, très inventif visuellement, dans la réalisation et tout. Des super bons acteurs, c'était une très grosse découverte. Et une bonne qualité d'écriture aussi au niveau du scénario de la série. Du coup, c'est une série qui parle de super-héros, mais d'une manière dont on n'a pas l'habitude de voir. En numéro 8, j'ai mis la saison 1 de Blood Drive. Série sci-fi. En général, je déteste les séries sci-fi parce que c'est cheap, parce que c'est kitsch. Et là, c'est cheap, c'est kitsch, mais c'est trop bien. On est sur une série de type Grindhouse, donc avec beaucoup de sang, dans un univers post-apocalyptique, avec beaucoup d'humour, c'est trash, mais hyper bien travaillé, même au niveau des décors et des costumes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette saison 1. Oui, il y a une grosse ambiance visuelle, un gros travail justement sur l'ambiance, et c'est hyper référencé. Si vous aimez le cinéma de genre... Voilà, c'est pas putassier, c'est pas dégueulasse, c'est vraiment assez respectueux du cinéma de genre. Ouais. En numéro 8, j'ai mis la saison 2 de Trollhunters, saison qu'on a vue la semaine dernière, qui est sortie justement courant décembre. C'était trop bien, cette série est vraiment trop bien, elle est super belle, et elle est très très intelligente. C'est la série pour enfants la plus intelligemment écrite que j'ai jamais vue. C'est une série créée par Guillermo del Toro, donc on retrouve le thème des monstres, des trolls, des créatures. Les personnages sont super attachants, et la saison 2 est encore meilleure que la saison 1, je crois. Il y a 2 fois moins d'épisodes, mais au niveau de la qualité, c'est vraiment énorme. Il y a de l'humour, de l'action, c'est beau, c'est bien fait. C'est un petit peu méta quand il faut... Numéro 7, c'est la saison 1 de Mindhunter, la série vraiment dans le style esprit criminel, mais en 40 milliards de fois mieux, créée par David Fincher. J'avais un petit doute en voyant le premier épisode, parce que c'était un peu long, ça prend son temps et tout, mais en fait, une fois qu'on est dedans, c'est vraiment trop bien. On a vraiment la patte David Fincher, les acteurs sont excellents. Mention spéciale à l'acteur principal, qui est un mélange entre Emmanuel Macron et Tom DeLonge, l'ancien chanteur de Blink-182. Ça va parler donc des tueurs en série dans les années 70-80, et c'est super intéressant, super bien fait. On voit qu'il y a vraiment eu des recherches qui ont été faites aussi sur ces tueurs en série là, puisqu'il s'agit de vrais tueurs en série. C'est hyper intéressant, c'est un peu historique même. Ça montre comment le FBI a commencé à s'intéresser aux tueurs en série et à développer des techniques de profilage. En numéro 7, et c'est assez rare, c'est une saison 7. C'est la saison 7 d'American Horror Story. C'est assez rare d'avoir des séries qui sont toujours aussi bonnes à partir de leur 7ème saison. C'est clair. Et du coup là, c'est vraiment...
American Horror Story, c'est une série anthologique, donc chaque saison raconte une histoire différente, donc même si on n'aime pas une saison, on peut aimer l'autre. Oui. Et du coup, je vous recommande énormément cette saison, même si vous avez pas vu les autres, c'est pas grave. C'est la plus flippante, parce que c'est la plus ancrée dans notre monde. Oui. C'est une série qui se déroule à notre époque. L'épisode 1 commence le jour de l'élection de Donald Trump, et c'est une saison qui va parler du thème des sectes, et de la politisation des sectes, et ça fait trop flipper, et c'est super bien fait, les acteurs encore une fois sont énormes, c'est super bien écrit, c'est vraiment hyper psychologique, hyper poignant, on a vraiment l'impression que tout se passe réellement. Je crois que c'est ma saison préférée de American Horror Story. En numéro 6, j'ai mis la saison 1 de 13 Reasons Why. C'est trop bien. Je crois que on a peut-être pas forcément besoin de présenter la série. C'est une série sur le harcèlement scolaire qui est hyper vraie. Très poignante. Très poignante. Hein, elle fait pleurer, je pense, obligatoirement. Des super acteurs. Un peu cas d'école même, parce que je pense que tout le monde doit voir cette série. En numéro 6, j'ai mis la saison 2 de Preacher. Saison 1 qu'on avait adoré, saison 2 qu'on a bien kiffé également. C'était trop bien. Celle-là est plus en mode road movie, mais elle se pose aussi. Les épisodes sont un peu plus longs, donc on a beaucoup plus le temps de s'attacher aux personnages et de comprendre leur psychologie. Il y a pas mal d'intrigues qui viennent se mélanger. Pareil, cette saison était vraiment très très bien. Excellente adaptation du comics. Qui s'en éloigne, mais c'est bien. Ouais. Et pourtant, il prend plein d'éléments qu'on avait adorés dans le comics. Ouais. Bah c'est mon numéro 5, voilà, la saison 2 de Preacher. Voilà. Et bah moi, mon numéro 5, c'était la saison 4 de Black Mirror, dont tu as déjà parlé. Très bon choix. En numéro 4, c'était la saison 2 de Sense8. Sense8, vraiment série complètement à part, série sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit, et en même temps avec un côté un peu science-fiction, hein, mais très léger, accessible à tout le monde, avec de superbes acteurs, des très beaux messages, hein, donc c'est la série créée par les sœurs Wachowski. En numéro 4, j'ai mis la saison 3 de Rick et Morty. C'est parti. Voilà, on avait complètement kiffé la saison 1 et 2, la saison 3 est toujours au top, trop de bonnes idées dans cette série, c'est génial, point. On en a parlé dans un article, on en a fait une vidéo, c'est de la science-fiction, c'est visuellement, c'est hyper coloré, hyper riche, hyper créatif. C'est assez grossier, hein, mais c'est très drôle, c'est trop bien. Si vous aimez la science-fiction, vous aimerez Rick et Morty parce que ça parle de tout ce qui existe dans la science-fiction. Et ben c'est mon numéro 3, voilà. Saison 3, Rick et Morty. Mon numéro 3, c'est la saison 1 de American Gods. Ah bah oui. Série qui adapte le bouquin de Neil Gaiman, forcément, et c'était génial, visuellement c'est ouf, les musiques sont bonnes, les acteurs sont bons, l'histoire, du coup bah si c'est celle du bouquin, c'est passionnant. C'est génial. Donc il va être question de dieux anciens qui font la guerre aux nouveaux dieux de la technologie et de l'Amérique. C'est passionnant. Et moi ça y est, j'ai enfin lu le livre et j'ai trop hâte de la saison 2 du coup. En numéro 2, j'ai mis la saison 1 de The Handmaid's Tale. On vous en a déjà parlé de cette série, c'est une énorme découverte. C'est une adaptation du livre de Margaret Atwood, qui est donc une dystopie, pas du tout en faveur des femmes, voilà. Pour résumer la situation, c'est hyper bien fait, c'est glaçant, c'est flippant, psychologiquement c'est super bien réussi, les acteurs, actrices surtout sont excellentes. J'ai très hâte de lire le livre parce que vraiment c'est une grosse tuerie. Ouais, puis ça questionne pas mal de choses, notamment des thèmes d'actualité comme le rapport aux migrants, et voilà, dystopie fascisante, c'est super bien fait. C'était également mon numéro 2. Et du coup, mon numéro 1, la meilleure série pour moi en 2017, vous le savez déjà, parce que je crois que je l'avais déjà dit dans plein de vidéos séries, et c'était le numéro 2 de Dan, c'est la saison 1 de American Gods. C'était parfait, j'ai adoré cette saison, c'était juste trop bien. Ma série préférée en 2017, c'est la saison 2 de Sense8. Série extrêmement lumineuse, extrêmement positive, que tout le monde devrait voir et qui est géniale. On passe maintenant aux 10 films sortis en 2017 qu'on a préférés. En numéro 10, j'ai mis Grave. Film d'horreur, qui est pas vraiment d'horreur, mais qui est horrifique, enfin surtout très flippant, très malsain, franco-belge. Ouais. Donc ça se passe dans une école de vétérinaire. Je trouve que l'ambiance est très bien retranscrite, le côté bizutage, et puis c'est très surprenant comme histoire. On s'attend pas à ce qui va se dérouler dans le film, c'était très bien fait. Ça parle de cannibalisme, d'une personne qui est végétarienne et qui se tourne vers le cannibalisme finalement.
c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Moi, en numéro 10, j'ai mis Kingsman 2, The Golden Circle. Voilà, j'ai pas autant kiffé que le 1, qui était mon film préféré de 2015, mais là, j'ai bien kiffé quand même. Le scénario est ouf, surtout les scènes de baston sont vraiment super bien travaillées. En numéro 9, j'ai mis Split, le film de M. Night Shyamalan. Performance de dingue de James McAvoy de faire tout un tas de personnalités différentes. C'est vraiment tout avec son jeu d'acteur, ça j'ai vraiment adoré, c'est un excellent thriller. Moi, en numéro 9, j'ai mis un film français, j'ai mis Au revoir là-haut. Ah oui. Ouais. Film de Albert Dupontel, et ça se passe après la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un mec qui s'est fait défigurer pendant cette Première Guerre mondiale et qui du coup va essayer de faire une arnaque au monument aux morts. Il va créer des faux monuments aux morts. Le scénario est super bien ficelé, les performances d'acteurs sont super bien. C'est un film très poignant, très humain encore une fois. Et il y a des idées de réalisation qui sont super bien, une direction artistique qui est vraiment géniale. Et ça manque dans le cinéma français, je trouve. Ah oui, c'était vraiment... Nous, on a toujours du mal à aller voir des films français au cinéma. Et celui-là, il sort vraiment du lot. Donc, très bonne découverte, c'est vrai. Et donc, moi, en numéro 8, j'ai mis Kingsman 2. Voilà, en 8. Okay. Très bien. Du coup, en numéro 8, j'ai mis Mother, point d'exclamation, de Darren Aronofsky. Un film très bizarre. Ça, c'est sûr. Un film très, très métaphorique et très, très abstrait. Ouais. C'est que ça. À un moment, donc, on savait pas du tout à quoi s'attendre en allant voir le film. Et au bout d'un moment, ah oui, c'est bon, je vais juste déconnecter la partie de mon cerveau qui veut à tout prix s'accrocher à la réalité. Non, ce n'est que de la métaphore, et c'est super bien. Ouais. Ça parle de la création, ça parle du rapport du créateur à sa création, ça parle de plein de thèmes, et c'était super bien fait. Ah ouais, c'était vraiment génial, c'était hyper prenant, c'était une grosse claque visuelle, excellents acteurs, elle joue super bien, Jennifer Lawrence dedans, j'ai trouvé. C'était vraiment un ovni cette année, et moi j'adore les films comme ça. En 7, j'ai mis Logan. Logan, c'est le film X-Men que j'avais envie de voir. C'était presque pas un film de super-héros, c'était un road movie vraiment centré sur un super-héros vieillissant, avec toute sa psychologie. Le côté visuel était génial, j'ai adoré la direction artistique, c'était beau, c'était poignant aussi, parce qu'on a la petite fille. Énorme, faut qu'ils nous refassent des films de ce type-là pour les films de super-héros, parce que c'est ça qu'on veut. Là, nous, ce qu'on veut, c'est des films de super-héros qui se mélange à d'autres genres et pas juste du film de super-héros linéaire, super-héros, Voilà. Moi j'adore les films Marvel, mais j'aimerais un peu plus de différence. Quand ils nous ont promis un Ant-Man qui était un film de cambriolage, j'ai pas du tout vu le film de cambriolage. Non. Et ben moi en 7, j'ai mis Split, donc voilà. En numéro 6, j'ai mis Dunkerque. Alors il faut savoir que je n'aime pas les films de guerre. Il y a quand même plein de films de guerre que j'ai bien aimés, mais en général j'y vais à reculons au cinéma. Et Dunkerque j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est un film de Christopher Nolan. Visuellement il est super beau, j'ai beaucoup aimé la bande son qui est hyper entêtante, qui marche très bien avec le film. L'histoire pareil est hyper intéressante, c'est vraiment un beau film sur la guerre qui change de d'habitude. Et ben moi en numéro 6, j'ai mis Baby Driver de Edgar Wright. Edgar Wright, réalisateur que j'adore, et Baby Driver. Ah, j'étais en train de faire la Baby Boss. Mais oui, j'étais en train de me dire, mais pourquoi il a mis Baby Boss dans son... Bon, on a bien rigolé quand même, mais non quoi. Bah oui, Baby, ok. Baby Driver. Baby Driver. Bah carrément, oui, Oui. C'était trop bien. Donc voilà, c'est un film d'action, de course-poursuite, et c'était super inventif au niveau de la mise en scène. Mais au niveau de l'écriture, les personnages aussi sont super attachants, les dialogues sont bien écrits, on a ce petit jeu de chat et souris. La bande-son aussi déchire, c'est Edgar Wright qui a choisi que des morceaux pour accompagner son film, et le film fonctionne avec la musique. C'est vraiment génial, faut vraiment le voir pour le vivre, et voilà. En numéro 5, j'ai mis La La Land. Il faut savoir que, d'habitude, je n'aime pas les comédies musicales. Je n'aime pas quand ça chante. Je n'aime pas les films Disney parce que je déteste les chansons. Sauf quelques-unes, genre les musiques de Vaiana, Moana. C'était cool, mais parce que c'était Dwayne Johnson. Mais non, en général, ça m'intéresse pas les comédies musicales, mais là, La La Land, c'était juste parfait. Ryan Gosling, Emma Stone, ils étaient très bons. C'était une histoire vraiment intéressante. Pas niaise, pas mielleuse, il y a aussi un côté très sombre dans ce film, moi j'ai beaucoup aimé, les musiques sont géniales, visuellement c'est incroyable, c'était génial.
Ouais, la direction artistique est vraiment folle et la réalisation est super propre. Et moi en numéro 5, j'ai mis un film qui est sorti en tout début d'année, quelques minutes après minuit. Encore une histoire hyper poignante, très émouvante. C'est l'histoire d'un petit garçon dont la mère est très malade et un soir, il y a un monstre qui est un arbre au fond de son jardin qui va venir lui parler, qui va lui dire qu'il va lui raconter 3 histoires et après l'enfant devra lui dire la vérité et c'est vraiment... j'en ai des frissons rien que d'en parler là. J'ai trop pleuré devant ce film. C'est une adaptation du livre de Patrick Ness qui est aussi vraiment excellent, que j'ai lu cette année aussi. Donc je recommande l'un ou l'autre. C'est une très bonne adaptation pour le coup, c'est très fidèle, c'est très bien. Après les acteurs sont excellents, le petit garçon est très très bien et voilà, c'est vraiment un film tire-larme. Ouais. Et donc moi en numéro 4, j'ai mis Mother. Moi je l'ai mis en numéro 4 parce que je l'ai bien surkiffé. Et ben moi en numéro 4, j'ai mis Logan. Je l'ai mis en numéro 4 parce que je l'ai bien surkiffé. En numéro 3, j'ai mis Blade Runner 2049. Moi je n'avais jamais vu le premier Blade Runner parce que c'est vieux, donc je connaissais pas à l'époque. Pourtant j'adore la science-fiction, hein, donc du coup on l'a regardé il y a quelques mois, juste avant la sortie de Blade Runner 2049. Et donc j'ai bien aimé le premier Blade Runner, mais pas autant que Blade Runner 2049. Je sais pas si c'est parce qu'il est plus récent, et qu'en plus c'est Denis Villeneuve, et Denis Villeneuve il a fait Premier Contact, qui était notre film préféré de 2016, de loin, c'était une grosse claque. Et vraiment, je crois que j'adore Denis Villeneuve. Il fait des trucs de ouf. Visuellement, c'est dingue. Ensuite, l'histoire, évidemment, c'est passionnant. L'univers sonore aussi est super. Énorme travail de design sonore, ouais. Ouais. Ryan Gosling, très bien. C'est un acteur que j'aimais pas avant, et maintenant je crois que c'est en train de devenir un de mes acteurs préférés. Depuis The Nice Guys. Ouais. Et moi, en numéro 3, j'ai mis La La Land. Parce que je l'ai bien kiffé. Et du coup, en numéro 2, j'ai mis Quelques minutes après minuit. Parce qu'il m'a vraiment marqué. En numéro 2, j'ai mis Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Énorme film. Merci Ryan Johnson. Ce film raconte énormément de choses, hein. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite dessus, une petite vidéo assez courte, qui résume assez bien ce que je pense du film. Le film, voilà, je l'ai trouvé beau, même s'il y avait des trucs, voilà. Je l'ai trouvé intelligent, je trouvais qu'il était hyper diversifié dans ce qu'il aborde. Il aborde des thèmes très Star Wars, il aborde d'autres thèmes un petit peu plus... qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Star Wars. C'était bien. C'était mon numéro 1. Mon film préféré de cette année, à la base, donc c'était Quelques minutes après minuit, mais une fois que j'ai vu Star Wars 8, j'étais obligée de le mettre tout en haut. J'avais juste pas envie que ça s'arrête quand j'étais au cinéma. Et ce qui était drôle, c'est que il restait encore une demi-heure de film et j'étais là, c'est fini là, ça va être fini en fait. Et en fait non, ça continue. Et j'étais là, ouais, vas-y, ça continue. Et ça a continué, et c'était vraiment génial. J'ai adoré, moi, Kylo Ren. Et pourtant, je suis pas spécialement une grosse fan de Star Wars, hein. Moi, j'ai découvert les films il y a pas très longtemps, hein. Je t'ai forcé à les regarder. Ouais. Et celui-là, c'est mon préféré, je crois. Je l'ai adoré. Mon film préféré de l'année, c'est, comme l'année dernière, le film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049. Voilà, le film était vraiment super intelligent. Il raconte plein de choses. Il est plus accessible que le premier, je trouve, un peu moins abstrait. Il est magnifique. Je suis content que Denis Villeneuve fasse de la science-fiction, parce qu'avec Premier Contact, c'était génial. Blade Runner 2049, pareil. Et l'année prochaine, il me semble que c'est l'année prochaine, il sort Dune. Ah oui, j'ai très hâte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a bien plu, qu'on vous a donné envie de rattraper quelques petites choses si vous n'avez pas vu ces films, ou ces musiques, ou ces séries en 2017. On est reparti pour 2018 pour voir peut-être encore plus de films, encore plus de séries, etc. Moi, mon objectif, c'est de lire plus de bouquins. De 2018 de 2018, hein, mais plus de bouquins aussi en général. Du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et surtout, balancez vos tops dans les commentaires. Vous n'êtes pas obligé de faire un top hyper complet de films, séries, bouquins, mais voilà, vos petits tops musicaux, tops de films. N'hésitez pas, ça nous fait plaisir, comme ça on peut en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, hein. On poste des choses assez différentes selon ce qu'on est sur Instagram, sur Facebook, Twitter, etc. Tous les liens sont dans la description. Et évidemment, venez nous suivre sur pogoscope.fr où on poste de plus en plus d'articles, et on espère en poster encore plus en 2018. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que 2018, c'est reparti. Voilà, et on vous fait des gros bisous.